Un premier tour a eu lieu il y a 3 semaines, avec des résultats qui pouvaient être attendus et qui quand même peuvent surprendre, ou du moins, vous savez peut-être nous dire quelle est la situation dans ce pays qui a connu de très très fortes mobilisations sociales. On se souvient il y a quelques années, qui a élu le président Boric avec un mandat de changement, avec des expériences passionnantes qu'on a suivies de changement de constitution qui n'ont pas porté leurs fruits. Et un pays qui est dans une situation politique qui peut-être est en train de s'homogénéiser par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays d'Amérique latine finalement, quand on compare avec l'Argentine ou d'autres pays, ou pas. Quelle est l'explication il demande quel regard vous avez, vous, comme chercheur là-dessus. Et on s'est dit que peut-être votre présentation globale serait une bonne demi-heure, puis après qu'on puisse un peu échanger en fonction de ce que vous avez. Ça vous va, ça s'enfinit? Eh bien, à vous la parole. Très bien. D'abord, merci de nous recevoir pour cet échange. Olivier Couragnon, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et moi-même, Mathilde Alain, je suis politiste dans la même université. Donc, partie d'un institut qui est l'Institut des études de l'Amérique latine et rattaché au CHEDA. On va brièvement revenir sur la séquence politique depuis 2019. Aborder ensuite un petit peu les candidats de cette élection, les résultats, donner quelques explications aussi en termes un peu plus sociologiques et géographiques du vote. On abordera la question du vote obligatoire et ensuite on essaiera de dessiner un petit peu des lignes d'analyse et de compréhension de ce futur vote au second tour pour lequel on essaiera de donner un pronostic chez 4 cas partagés par la presse internationale et par la presse chilienne également. Rapidement, la séquence politique depuis 2019. Pour rappel, en 2019, on a donc un grand mouvement social au Chili. Un mouvement social qui débute par une mobilisation des jeunes étudiants, collégiens et lycéens qui s'opposent à la hausse des frais du ticket de métro de 30 pesos. De 30 pesos, on passe très vite à une mobilisation qui va devenir plurisectorielle, hors un peu des organisations traditionnelles, hors partis et hors syndicats, et qui s'interroge plus largement sur les injustices multiples, sur la question des inégalités sociales au Chili, et donc qui remet en cause les 30 ans de démocratie pactée au Chili et qui s'interroge justement sur la Constitution. D'un mouvement social de grande ampleur, on a un premier pacte, ce qu'on appelle accord de paix entre les partis politiques chiliens pour mettre fin aux mobilisations sociales qui sont très importantes, qui débouchent par un accord pour la paix en novembre 2019 avec la décision de proposer une nouvelle mouture de la Constitution et d'y réfléchir. Je veux vite que cette Constitution, elle date de 1980, elle n'a pas été changée entre du passage de la dictature à la démocratie. Il y a eu quelques assouplissements au cours des différents mandats de Michel Bachelet, socialiste, et des discussions qui avaient été entamées, mais pas de réforme de la Constitution. On passe de la rue donc à une première mouture de la Constitution. 80% des Chiliens se déclarent en faveur d'une réforme constitutionnelle et d'une nouvelle constituante qui doit se faire sans les partis politiques, plutôt des candidatures citoyennes. Et indépendantes. Et d'ailleurs, les résultats montrent qu'on a des candidatures indépendantes et une pour première constituante qui est marquée par notamment des forces de gauche élues dans tout le pays et des indépendants. La première constitution est donc élaborée en une année et est présentée aux Chiliens un an plus tard, en 2020. Et c'est un registre qui est à 62% de la constitution de cette première lecture. On pourra en discuter si vous voudrez. En parallèle de ça, on a l'élection présidentielle de Gabriel Boric en 2021. Gabriel Boric, c'est un ancien leader étudiant, des mouvements étudiants qui avaient eu lieu en 2011 au Chili, qui était aussi un leader syndical d'une des plus grandes confédérations syndicales chiliennes. Il avait été élu député en 2013. Il est élu à la suite déjà d'une primaire de la gauche qui a rassemblé les classes amples et le Parti communiste. Il est élu au second tour face à José Antonio Cast, qui est donc au second tour de cette élection cette année. Et il est élu notamment grâce à une forte mobilisation de l'électorat au second tour. Le rejet de la Constituante en 2022 amorce un nouveau cycle de réforme de la Constitution
Et ce nouveau processus constituant, il est intitulé Conseil constitutionnel. Donc, c'est une nouvelle proposition qui est faite. Et après, on va réélire de nouveaux constituants qui ont une composition totalement différente à la première, puisque on a un comité d'experts qui a déjà prédéfini le socle sur lequel on pouvait travailler. Et l'élection de ces constituants est dominée par plutôt le parti Les Républicains, qui est un parti qui est fondé par José Antonio Cast en 2019, donc à la droite de la droite traditionnelle. Donc on classe plutôt sur l'échiquier à l'extrême droite au Chili. Il a 3/5 des votes en s'alliant à la droite, et donc l'élimination de la droite et de l'extrême droite, qui est une bonne mesure, qui est aussi rejetée par les Chiliens, qui sont donc appelés à voter en décembre 2023 pour la constitution Cast ou la constitution Pinochet. Et donc les Chiliens rejettent également cette proposition. On a donc une séquence politique qui est marquée par beaucoup de consultations, beaucoup de votes, beaucoup d'élections, et aussi, on n'y revient pas, des chiffres importants, plus de 20% des votes nuls et blancs, par exemple. En fait, l'élection est importante, mais... C'est de combien pour nous? 40%. 20%, plus de 20%, 21,49% de votes blancs pour cette deuxième mouture. On est déjà dans le vote obligatoire, hein. Et oui, on verra justement que ce qui a beaucoup joué, selon nous, c'est le vote obligatoire. Et je passe la parole à Olivier pour le point sur l'élection. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'interviennent ces élections. Il y avait 8 candidats en lice au premier tour. Il y en a 3 que je laisse de côté parce qu'ils étaient relativement anecdotiques et on veut grâce à eux 3, j'en ai fait 3 400, allez vite. Je les oublie. D'un côté, donc parmi les 5 autres, il y avait Jean-Marc Hara, qui était donc en gros à la tête de l'héritage de Boric, quelque sorte. Donc, elle a été désignée à l'issue d'une primaire au sein de la gauche, et elle s'est retrouvée à la tête d'une très vaste coalition qui avait en fait une gauche assez radicale jusqu'à la démocratie chrétienne, c'est-à-dire de mon point de vue de centre-droit, plutôt que de centre-gauche. Mais en tout cas, la coalition à la tête de laquelle elle était importante. Évidemment, dans la campagne, elle a été très marquée, je dirais, parfois stigmatisée par son étiquette communiste, qui permettait à toute une série de méga conservateurs de renvoyer au passé, les années 70, 73, etc. Il n'en demeure pas moins qu'elle avait été ministre de Boric. Donc elle portait l'État gouvernement, en quelque sorte, même si pendant la campagne, il a fallu aussi parfois prendre ses distances par rapport au gouvernement. Elle arrive en tête, ce qui premier tour, avec 26,80% des voix, ce qui correspond en fait peu au soutien populaire dont bénéficie Boric à l'heure actuelle, c'est-à-dire une trentaine de pourcents de Chiliens qui continuent à appuyer le gouvernement. Le fait le plus marquant du premier tour, c'est qu'en fait, il a été une primaire parmi les droites chiliennes. Et c'est comme ça d'ailleurs que la presse présentait ce premier tour. Puisque par ailleurs, on avait 4 autres candidats. On avait Kevin Matei, qui était, disons, la droite conservatrice traditionnelle, en quelque sorte, à la tête d'un parti qui s'appelle UDI, qui a été fondé en 1983 sous la dictature, mais qui, en fait, depuis une trentaine d'années, représente la droite conservatrice chilienne, notamment à revendiquer toute une série d'héritages du néo-chectisme, notamment en termes de modèle économique. Evelyne Matei, il y a encore quelques mois, on l'a donné au second tour, et en vérité, elle est arrivée en 5e position de ces élections avec uniquement que 12%. Celui qui a gagné, c'est José Antonio Cast, dont Mathilde a déjà parlé, qui avait été au second tour en 2021, qui fait presque 24%, et qu'effectivement, on classe à l'extrême. Ce qui est intéressant, c'est le score d'un autre candidat à la droite de Cast, donc qui avait été membre du parti Cast, il s'appelle Johannes Kaiser, il avait été membre du parti Cast, il l'avait quitté parce qu'il savait que Cast était trop modéré, et donc Johannes Kaiser a fait presque 14% lors du premier tour. Je me précise que dès le soir des résultats du premier tour, il a immédiatement appelé ses électeurs à voter Cast au second tour, comme Evelyne Matei d'ailleurs. Et donc, pour dire des choses dans des termes dont on parle aussi dans les médias français, c'est un espace d'observation très intéressant, l'union des droites. Une droite conservatrice et des droites extrêmes et très extrêmes qui, directement, dès qu'il y a le premier tour, décident qu'elles vont choisir pour le second. Pardon, Evelyne Matei, elle a explicitement appelé à voter Cast ou... Elle a explicitement appelé à voter Cast, elle s'est rendue à son projet de campagne dès le date de le soir, et ça, j'avais pas suivi. Et dernier candidat, et là c'est assez intéressant également, c'est Franco Parisi,
Alors, il était déjà candidat en 2021. Il avait été considéré comme la grande surprise parce qu'il reçoit 14% à l'époque. Et là, paraît-il, il fait 19%, ce qui est quand même tout à fait considérable. Son parti, Partido de la Gente, Parti des gens, voilà. Son slogan, ni facho, ni coco. Donc, voilà. Donc, est-ce pour autant un discours centriste? Non, c'est difficile de le considérer comme ça. C'est un discours qui est quand même plutôt, s'il faut situer plutôt en termes de droite et de gauche, c'est plutôt un discours qui se situe sur la droite, qui est très libéral économiquement. Lui, c'est un entrepreneur qui a réussi, qui a beaucoup vécu aux États-Unis et qui affiche en quelque sorte, d'une part, une sorte de grand pragmatisme en politique. Je ne suis pas un idéologue, c'est tâcher les problèmes les uns après les autres. Et puis, mais surtout, propose, je dirais, un projet de prospérité par tous. De ce point de vue-là, une des comparaisons qui est intéressante, c'est par ici avec le nouveau président élu de Bolivie, Rodrigo Paz, qui a gagné sur un slogan qui était « Le capitalisme pour tous ». Et de ce point de vue-là, par ici me semble assez représentatif d'une société chilienne qui, depuis 30 ou 40 ans, certes, se distingue par un certain nombre de mouvements sociaux assez radicaux, dénonçant les injustices, etc., mais qui, dans le même temps, est complètement inséré à un modèle économique néolibéral dont il faut toujours rappeler que le Chili a été le laboratoire au milieu des années 70 avec les Chicago Boys au moment de l'arrivée de Pinochet, je te vois. Donc très concrètement, si on fait le bilan de ce premier tour, et si on fait quelques additions, en quelque sorte, on arrive à Mattei plus Cast plus Kaiser à plus de 50%, à 52%, et aujourd'hui c'est ce que nous disent les sondages, puisque les sondages nous donnent un rapport de force 58-60 pour Cast, au second tour, 40-42 pour Frada. Donc autrement dit, il n'y a presque aucune chance qu'il y ait une surprise. Cast va être président dimanche prochain. Alors Cast, on n'avait pas précisé, parce que c'est Parisi. Parisi, lui, il a fait une déclaration précise sur son retour. Alors, exactement, ça c'est intéressant. Et évidemment, dès le lendemain du premier tour, beaucoup de gens disent, bon voilà, si Rara a une chance, c'est de récupérer une partie de l'électorat, bien entendu. Lui, il n'a pas appelé, il n'a pas donné de consigne de vote, mais il y a eu un sondage au sein de son parti, et on observe qu'une majorité des membres de son parti veut se reporter sur Cast. Donc là, il n'y a quasiment aucun espoir, disons, que Raras l'emporte au second. Quelques mots sur Cast, quand même. Il est le fils d'un dignitaire nazi, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On n'est pas responsable des engagements nécessaires. Enfin, moi, je ne le considère pas comme ça. Il est ça. Je peux prendre plein d'exemples historiques d'opposition générationnelle au sein d'une même famille. Il est quand même le frère d'un ancien ministre de Pinochet. Et surtout, effectivement, quand on observe sa carrière politique depuis une vingtaine d'années, on voit une attraction croissante vers l'extrême droite. On voit par exemple des discours explicitement nostalgiques à propos de la dictature à la fois comme modèle économique, mais aussi comme moment politique où l'ordre social était maintenu et où un certain nombre de valeurs fondamentales, constitutives de la société chilienne, étaient préservées. Petit détail biographique, il a 9 enfants, il est très catholique et il est fantique une série de... On l'a entendu à de très nombreuses reprises tenir des propos en rupture complète avec un certain nombre de transformations de la société chilienne, anti-féministe, anti-LGBT, etc. Propos qu'il a considérablement mis en sourdine pendant cette campagne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu le mouvement social de 2019, il y a quand même eu l'émergence, par exemple, d'un féminisme ultra puissant au Chili, qui a d'ailleurs essaimé, dans de nombreux pays, certains de ses slogans jusqu'en France, par ailleurs. Et donc, en fait, on en parlait juste avant de venir, Cast a plutôt fait une non-campagne, c'est-à-dire s'exprimant le moins possible, notamment sur ces questions-là, lorsqu'il était interpellé par ses adversaires, et surfer, en quelque sorte, sur sa popularité. Avec une question, qu'on va y venir après, absolument centrale dans la campagne, qui a été le binôme sécurité-migration. Direct, c'est pas tu vas, Olivier, c'est comme tu veux. Peut-être un point juste sur le vote obligatoire. Vas-y. Un point sur le vote obligatoire, parce que c'est une donnée essentielle de ce scrutin.
le vote, il est inscrit comme obligatoire dans la Constitution en 1980. Ça a été assoupli ensuite par une inscription volontaire. C'est que pendant très longtemps, le Chili avait un très petit corps électoral, parce qu'en fait, les personnes ne s'inscrivaient pas. En 2012, il y a un changement. On passe à un vote volontaire et sur inscription automatique. Et le changement intervient lors du premier plébiscite pour la première mouture de la Constitution, où là, le scrutin est à vote obligatoire et inscription automatique. Et on a pu déjà voir, d'ailleurs, que ce vote obligatoire, inscription automatique, a donné tout le temps, en fait, un vote de rejet de la proposition et un vote plutôt à droite, voire à l'extrême droite. C'est assez important, puisqu'en fait, ça fait un tiers de l'électorat en plus. C'est énorme. Ça veut dire que l'institut de sondage était totalement perdu, ne savait pas pour qui allaient voter ces nouvelles personnes obligées à voter. Ce fragment nouveau, entre guillemets, de l'électorat, il est plus jeune, plus populaire et logiquement plus à distance des partis politiques, plutôt attiré vers des partis dits anti-système, vers l'extrême droite et plutôt à formuler un vote de contre, pas d'adhésion mais plutôt contre dès lors qu'il est consulté. On a pu voir que ce vote il s'est massivement dirigé vers des candidats comme Parisi, comme Kaiser, à la droite de Kast, donc plus à l'extrême droite, et que ce vote aussi s'est reporté davantage sur Kast que sur Rada. Un bref point, le vote Kast, c'est un vote qui est plus jeune. Vraiment, c'est ce qui caractérise la donnée générationnelle est très importante pour comprendre le vote d'adhésion à Kast et à Rada. On a un électeur sur 3 qui vote Kast qui a moins de 24 ans. Donc c'est vraiment la tranche très jeune. Et un vote plus masculin aussi que le vote à destination de Janet Rada. Et c'est notamment vrai aussi pour des candidatures comme Paris, qui sont vraiment des votants qui sont davantage des hommes. Et si je peux me permettre, là on retrouve des détails en fait. On connaît aussi très bien pour le vote Trump aux États-Unis. Ouais, exactement. On connaît aussi sur certains votes en Europe, c'est récemment. Et donc classiquement, pour Rada, on a un vote qui est plutôt de classe moyenne haute, qui se caractérise surtout par un capital social et culturel plus élevé et qui est plus urbain. À l'inverse de Kast, où on a un vote qui ne se trouve pas dans le centre de Santiago, qui est quand même un tiers de la population. C'est un vote qui va se retrouver dans l'extrême nord, dans l'extrême sud, donc dans des petites villes moyennes et le périurbain. C'est Milei. La comparaison, alors on a beaucoup comparé Kaiser plus à Milei parce qu'il était beaucoup plus engagé sur des thématiques libertariennes. Il a d'ailleurs fondé le Parti national libertarien. Mais on peut comparer ce type de vote à Milei. On le rapproche aussi de Bukele au Salvador avec des propositions sur les thématiques sécuritaires qui se sont approchées. Voilà. Là, c'est 13 millions d'électeurs. Vous vous souvenez combien il y en avait pour Boris ? 7. Ouais, voilà. 7. Vous avez passé de 7 millions à 13 millions d'électeurs, ce qui est oui, à 85% de participation. Un champ électoral totalement bouleversé. Alors, mais ça veut dire quand même, de mon point de vue, on commence à échanger, à poser des questions. Vous avez... S'il y a une leçon à retenir de ça, c'est que quand on veut faire sortir de couple les abstentionnistes, yes. Là, c'est un cas qui montre qu'ils votent massivement à droite. Alors, avec du stop coming LND and Tinflashi, il reste à savoir si cette histoire, on va en parler justement dans le débat, il reste à savoir si cette histoire très particulière, voilà, la mémoire de 1973, reste véritablement aujourd'hui un point de clivage au sein de l'électorat où il a fait ça reste avec une famille. Bon, au Chili, c'est la polarisation de la société. C'est-à-dire que, j'ai un exemple, hein, je m'en souviens comme si c'était hier, je venais d'aller voir le Museo de la Tolerancia, donc le musée sur la dictature de Pinochet, et je vais amener, conduit par un franco-chilien, dîner dans une famille de classe moyenne, le soir même, et il me demande où est-ce que j'ai été. Alors, déjà, en me baladant dans le centre de Santiago, 2-3 personnes s'approchent de moi, plutôt des militants, et ils m'incitent à aller au Museo de la Tolerancia. De toute façon, j'allais y aller, j'étais en chemin, très bien. Et en arrivant pour dîner le soir, on me demande où j'ai été, je le raconte, et on me dit, ah, t'as été au musée de la propagande communiste. Et là, je m'effondre quand même. Et c'est là que j'ai compris que la société chilienne est extrêmement polarisée. Pinochet, c'est pas un gros mot pour nombre de Chiliens, mais pas du tout.
Et il se réfère beaucoup aux Chicago Boys, à la stabilité économique du Chili, qui est finalement une réalité. Hein. Je ne porte pas de jugement, attention, sur... donc ça ne m'étonne pas, en fait, que la société reste polarisée et que le sujet de la dictature reste encore présent. Ce qui est quand même étonnant, à mon avis, c'est que Boric est, il me semble, le seul leader de gauche d'Amérique latine qui a parlé de la dictadura, de la dictature de Maduro. C'est le seul. Lula, non. Et les autres, bien sûr, en Colombie, Petro non plus. Donc il a eu une position plutôt, on va dire, plutôt centre-gauche sur ce sujet-là. J'aurais pensé que par cette position, sa candidate aurait pu avoir quand même un résultat plutôt correct. Ça a été un peu moins polarisé sur cette question. Ma question en 2 mots, est-ce que cette très forte polarisation de la société chilienne est vraiment structurelle ou est-ce que c'est un effet politique local entre Milei, Bukele en Amérique latine, même au Mexique, a des admirateurs. Hein. C'est un vrai phénomène. C'est très étonnant, mais c'est un vrai phénomène. Et Milei, dans les milieux économiques, il est aussi assez admiré. Et puis on a à côté Maduro, avec sa dictature, qui casse un peu l'image de ce que pour représenter la gauche. Même un Petro, qui est quand même plutôt présent dernièrement dans les médias, est plutôt assez cohérent, parce qu'il y avait... Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on voit ces résultats-là, est-ce qu'on peut transposer ou comparer avec la France par rapport à ce qui se passe au niveau électoral aussi et aux propositions qu'il y a? Donc à la fois on est frappé par ça, et d'un autre côté, j'aimerais que vous réentendre, parce que sur la question des femmes, Kaiser dit des choses quand même qui sont extrêmement choquantes, je vous dis. Est-ce que ça peut susciter une mobilisation de l'électorat, tu m'en parlais Olivier au téléphone, vous m'en parlez, de l'électorat féministe, des formes de réaction, parce qu'on aura quand même possiblement à la monnaie des gens qui, dans leur programme notamment, veulent revenir sur des libertés fondamentales. Et c'est là, pour le coup, c'est troublant de voir que dans un pays qui a été autant une avant-garde au niveau mondial sur ce combat-là, que ça produise ça. Quel est l'élément d'explication? Deuxièmement, il y a la question de l'immigration quand même au Chili, qui est énormément montrée, pour connaître un peu ce pays depuis plus de 20 ans. C'est une thématique, je vois bien dans les familles qui reviennent, alors l'immigration qui vient d'Haïti, les Haïtiens, du Venezuela, qui est très présente avec des médias qui en plus reviennent sur ces questions-là, mais le thème effectivement des immigrés qui sont là, et puis d'un racisme d'épiderme, j'ai envie de dire, des plus forts, qui moi m'a un peu surpris dans des conversations familiales quand même. Est-ce que ça, quel regard vous portez là-dessus? Puis pour finir, le bilan Boric, parce que la difficulté qu'a eu le président Boric, c'est qu'il était minoritaire à l'Assemblée, et qu'il a été élu sur un programme social. Il y a quand même, j'aimerais vous entendre des petites choses qui ont été faites, si j'ai 15 minutes, modestes, etc., mais des petites choses, notamment sur le droit à la retraite, le système de santé qui a été un peu modifié. Mais il est cas qu'il s'est retrouvé, lui, devant un verrou institutionnel qu'il n'a pas réussi à contourner, et qui, à mon avis, bon. Donc, c'est quoi le bilan? Quel regard vous portez là-dessus? Les erreurs qui ont été faites ou pas? La difficulté auquel il a été confronté? Quel type, par ailleurs, d'assemblée? Si Cast n'a été élu, il aura quoi comme assemblée? Il aura un peu de liberté, hélas, parlementaire. Puis voilà, mais pour revenir sur l'immigration, moi j'avais été totalement par hasard, j'étais tombé sur un discours de Boric à la frontière sur les questions d'immigration qui était très dur avec des militaires, et il avait un discours anti-immigré. Bon, et manifestement, je ne sais pas si c'était une stratégie ou si c'était présent durant, je ne savais pas. Qu'il pouvait lui aussi développer un discours qui sans doute, il y avait une attente très forte dans la société, mais manifestement ça n'a pas produit ce qu'il pensait, et l'extrême droite a continué à prospérer sur cette thématique. Le champ politique était beaucoup moins polarisé du fait des conditions de la transition. Parce que vous savez en fait que entre 1990 et 2010, comme gouverner dans une stratégie d'alliance, d'une part le centre-gauche, incarné par le Parti socialiste, et d'autre part le centre-droit, incarné par la démocratie chrétienne. C'est ce qu'on appelait la concertation. Et ça a dépolarisé le débat. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit, c'est à la fin de cette séquence, en quelque sorte, qu'émerge dans Santiago le musée des droits de l'homme, de la mémoire des droits de l'homme, avec Chos Humanos, qui justement est censé incarner aussi une forme de
réconciliation, une sorte de lieu de mémoire qui pourrait être partagé par l'ensemble des Chiliens et que tous les collégiens, lycéens d'ailleurs vont aller rituellement visiter pour essayer de faire appliquer le programme. Après, à partir de la première moitié des années 2010, on assiste effectivement à une repolarisation autour de toute une série de questions. La première question, c'est la question migratoire. La question migratoire. Alors, elle a toujours existé, la question migratoire. Il y a toujours eu des Boliviens ou des Péruviens qui sont allés vers le Chili parce que le Chili avait des formes de prospérité économique évidente avec ses ressources en minerais, son cuivre, maintenant son lithium, mais ça n'a jamais été au cœur de l'agenda politique. Et cette question migratoire, on la voit surgir au cœur de l'agenda politique. D'abord dans une première séquence qui est celle de l'immigration haïtienne post-2010, et pour dire les choses de manière un peu brutale, c'est le Chili qui, à un moment donné, voit arriver des immigrés noirs, alors que c'est un pays, c'est toujours raconté un roman national européen, complètement européen. Goman, alors il n'y a pas de passé afro-descendant au Chili, mais Goman notamment, qui a la dimension autochtone du pays, Mapuche, etc., etc. Donc là, il y a un premier élément de polarisation qui se joue autour de la question migratoire et qui évidemment s'amplifie considérablement dans la deuxième moitié des années 2010, lorsque des centaines de milliers de Vénézuéliens commencent à partir, 8 millions de Vénézuéliens, je vous rappelle, ont quitté leur pays depuis 2015-2016, un tiers de la population, ou un quart de la population, c'est comme si 15 millions de Français partaient. C'est ça la proportion, sont allés dans les pays voisins, donc. Et là, effectivement, c'est devenu un sujet absolument central. Il a été là absolument structurant, avec effectivement pas seulement une discussion sur pouvons-nous accueillir ces migrants, mais avec la construction de liens sur migration égale délinquance égale insécurité, sur lesquels on doit revenir, parce que j'ai une question là-dessus. Il y a des chiffres. Est-ce que certains ont acquis la nationalité chilienne et ont voté sans entrer dans le corps électoral? Ils n'ont pas acquis la nationalité. Par contre, au Chili, au bout de 5 ans de résidence permanente, on peut voter. Donc, a priori, c'est arrivé en 2010, on peut voter. Et alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce vote? Et c'est là que c'est très paradoxal. On pourrait imaginer que les Vénézuéliens, sur le droit de vote, vont aller voter contre Castro, contre Kaiser, qui ont un discours ultra excluant, ultra dur sur les migrants. Mais en fait, ils vont plutôt voter pour Castro, etc. Contre Maduro, même si, comme vous avez raison, même si Boric fait partie de ceux qui n'ont jamais transigé sur la question Maduro et qui, par exemple, au moment de la dernière élection présidentielle vénézuélienne, qui était de toute évidence frauduleuse, ça ne se discute pas, a tout de suite des positions en disant voilà, c'est une élection frauduleuse, ils ont des problèmes. Et le seul. Donc voilà, et dernière chose, et après je te donne la parole sur d'autres éléments, cette repolarisation, il y a eu un extraordinaire observatoire en septembre 2023, lorsqu'on a célébré le 50e anniversaire de l'Unité. D'un côté, on avait le gouvernement qui avait mis en place toute une série de politiques publiques commémoratives, avec d'ailleurs des moments très émouvants, devant une veillée devant la Moneda, etc., des expositions qui essayaient de restituer de manière d'ailleurs très peu conflictuelle ce qu'avait été l'expérience de l'unité populaire. Qu'est-ce qu'avait été ce rêve de justice sociale, qu'est-ce qu'avait signifié la nationalisation, par exemple, des mines, etc. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi la réforme agraire à ce moment-là, qui était le principal lieu où c'était la possession de la terre, c'était le principal lieu où c'était nouer les inégalités. Il y a eu toute une pédagogie de mais par ailleurs, pas l'émergence, mais la massification d'un discours complètement révisionniste sur le plan d'État, pas seulement auprès de l'extrême droite, beaucoup plus largement chez les intellectuels qui ne sont pas spécialement identifiés à l'extrême droite, expliquant de toute façon que ce coup d'État était inévitable, ce coup d'État n'était pas complètement illégitime, etc. Et le moment commémoratif a été un très bel observatoire de ce que vous décrivez là sur la polarisation. Et évidemment, c'est la thématique du premier coup de pioche dans le mur de Berlin. J'avais vu ça, c'était en gros, c'était le sens de l'histoire, comme le mur de Berlin est tombé, que le gouvernement Allende aussi tombe. C'était une anomalie historique, c'est tout ça que j'ai entendu moi. Il y a ça, mais il y a aussi carrément la construction d'un discours d'attente devant les magasins, les bateaux chargés d'armes venant de l'Union soviétique, etc. C'est ce qu'on entend. Les files d'attente, c'était vrai, mais on ne sait pourquoi. Après, on va pas refaire l'histoire de je suis d'accord. Les files d'attente, c'était vrai. Les bateaux chargés d'armes de l'Union soviétique, c'était faux. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un discours aujourd'hui qui est authentiquement révisionniste. C'est pas comme si on avait deux projets politiques bien constitués qui s'opposaient. On a plutôt des discours, on a plutôt des tirades, parce qu'en fait, Cass n'a pas vraiment de projet politique consolidé, lui-même. C'est pas un vote d'adhésion, en fait. Les personnes qui votent pour Cass, c'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de rejet, c'est un vote aussi de « on n'a pas encore essayé », c'est un vote de « j'ai peur et pourquoi pas », c'est pas un vote d'adhésion à un projet
aussi. Voilà. Donc, après, à vous de dresser des comparaisons. Voilà. Et le vote Rala, en fait, c'est pas non plus tellement un vote d'adhésion aussi. Et c'est ça le problème aussi de la gauche, du Frente Amplio, qui finalement garde son 30% d'adhésion, mais n'a pas été au-delà du socle qu'avait réussi à constituer Boric tout au long de son mandat. Et on pourra revenir sur le bilan. Polarisation avec deux questions, sécurité et migration. Alors c'est toujours un débat qui met les questions à l'agenda d'une campagne électorale entre intérêt des Chiliens, préoccupation et aussi rôle des médias. Il faut le dire, le Chili est un des pays où les médias sont les plus concentrés. On a 3 conglomérats médiatiques qui appartiennent en fait aux grandes familles, aux élites politiques et économiques chiliennes, plutôt à la classée à droite. Et aussi les réseaux sociaux, on a pu voir que ces usages étaient très importants, notamment pour des votes comme Paris, le Parti des gens, etc. Sécurité. Alors en fait, le paradoxe chilien, c'est que c'est un des pays au monde où on se sent le plus en insécurité. Mais on se sent plus en insécurité selon les enquêtes qui ont été faites au Chili qu'en RDC, par exemple. Donc c'est vraiment au niveau mondial, c'est affolant. Donc les Chiliens se sentent en insécurité, mais à des taux vraiment surpassant des contextes de conflits armés. Ils se sentent plus en insécurité qu'en Colombie, par exemple. Et en comparaison de ça, c'est le pays le plus sûr d'Amérique latine. En termes de taux d'homicide par habitant, c'est le pays le plus sûr. Il me semble que c'est le pays dans lequel, un des seuls pays latins dans lequel la police n'est pas corrompue. C'est-à-dire, on ne donne pas un billet quand on se fait arrêter au Chili, alors que partout ailleurs. C'est pour ça que les carabiniers, notamment, sont plutôt. C'est une institution qui suscite le plus d'adhésion parmi les Chiliens. Donc, les Chiliens ont vraiment une chance importante en forces de police et forces armées. Donc, il y a ce paradoxe. Il faut toutefois nuancer. De plus en plus, il y a en fait un changement dans les types de violences, puisqu'il y a des crimes plus impressionnants, plus violents, des homicides avec des séquestrations, on a des enlèvements pour rançon. Et en fait, c'est beaucoup des crimes qui sont liés au crime organisé, à l'arrivée d'un groupe qui s'appelle le Tren de Aragua, qui est en fait un groupe qui est né dans les prisons vénézuéliennes. Donc là, bien sûr, le lien avec les Vénézuéliens se fait bien sûr très facilement pour les médias et dans le récit qu'on entend dans les rues du Chili. Et ça inquiète. Et en fait, ce groupe qui est de plus en plus présent en Amérique latine, ça fait une dizaine d'années qu'il est présent au Chili. Ses activités, c'est narcotrafic, traite d'êtres humains et surtout traite de migrants. Donc à la frontière nord, en fait, il y a vraiment un souci important d'insécurité, mais d'insécurité surtout pour les migrants, en fait, qui sont les premières victimes de la kidnapping. Est-ce qu'il est exact que, notamment parmi cette immigration vénézuélienne, il y avait vraiment des chefs de gang et que ça a été En fait, notamment un narcotrafic ou pas? Le Tren de Aragua, c'est pas en fait, il est né dans les prisons vénézuéliennes, mais après, c'est du crime organisé transnational. Donc, il y avoir des Chiliens, des Péruviens à la tête de ce groupe criminel. Donc, bien sûr, il y a dû peut-être avoir des Vénézuéliens dedans, mais disons que c'est pas, il n'arrive pas par la migration vénézuélienne, il arrive par la pré-organisation et le narcotrafic en Amérique latine. Et c'est pas du tout un problème spécifique au Chili. Exactement. C'est pas un concept qui est, on a mis en nom là-dessus pour favoriser un peu des campagnes persécuritaires. C'est un peu l'épouvantail quand même, le Tren de Aragua, plus qu'une réalité en soi, non? Alors si c'est une réalité qui commence à être notamment dans le nord du Chili, mais parce qu'en fait le Chili est un pays très intéressant pour le crime organisé, parce que le blanchiment d'argent est plus facile que dans d'autres pays. D'où des propositions de Janet Rada, parce qu'il y a un secret bancaire très fort. Donc en fait la proposition de Janet Rada face au crime organisé, c'est pas on va surmilitariser, c'est il faut lever le secret bancaire pour pouvoir suivre l'argent. Parce qu'on sait qu'en fait, il y a 2 morceaux au crime organisé. Il y a une partie aussi, c'est suivre l'argent. Et, donc, voilà. Et puis après, c'est un pays côtier avec beaucoup de ports. Une police qui est très préparée au crime organisé. Et on peut déjà voir, d'ailleurs, selon certains rapports d'ONG spécialisées et de l'ONU, qu'il y a une partie de la police chilienne qui est très perméable justement à la corruption face au crime organisé. Parce qu'elle n'est pas préparée à ce type de fait. Pour revenir à la migration, juste quelques chiffres. Les Vénézuéliens ils représentent 3,6% de la population générale au Chili, mais 38% de la population étrangère. Donc en fait, c'est la minorité étrangère la plus visible.
dans une cohabitation qui est de plus en plus difficile, notamment parce que les Vénézuéliens qui arrivent maintenant, ou depuis 2021, ce sont les Vénézuéliens les plus pauvres. Au début, on a eu des visas spécifiques pour les Vénézuéliens qui avaient des diplômes. Le Venezuela, c'est un pays où les personnes sont très diplômées, qui sont arrivées avec des diplômes, avec des propositions d'emploi, dans d'autres quartiers aussi. Et là, ce sont les Vénézuéliens les plus pauvres qui arrivent et qui, du coup, se retrouvent dans les villes du Nord, des villes minières, des villes déjà très paupérisées, qui vivent dans les quartiers auprès de Chiliens pauvres. Et donc, en fait, on a vraiment des conflits importants et où les Vénézuéliens sont accusés finalement de tous les maux de la société chilienne actuelle. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Avant, je te laisserai sur le bilan algorithme, mais juste sur les mobilisations sociales. Quand on parle avec les collègues chiliens, ils sont un peu déprimés et c'est plutôt une déprime qui s'applique à tous les secteurs sociaux. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir un grand soulèvement de nouveau en protestation. Il y a plutôt une sorte d'apathie et de choc dans certains secteurs, que ce soit les secteurs syndicaux, des grandes mobilisations qu'il y a eu pour les retraites. Après, ce n'est pas des mouvements qui étaient organisés avec des organisations fortes non plus. C'est aussi des mouvements d'un nouveau genre. La seule mobilisation qui peut apparaître, c'est tout de même la mobilisation féminine, qui s'est beaucoup structurée, qui est assez forte, et qui peut être une mobilisation en rejet fort de caste et qui peut peut-être fédérer. C'est la seule mobilisation qui peut avoir une certaine forme de radicalité. Là, elle existe depuis 15 jours, 3 semaines, moi j'ai pas l'impression. Elle n'existe pas là, mais apparemment, ça peut être une force, une des forces sociales qui peut émerger dans un contexte. Moi, je suis frappé quand je vois, tu vois, Carl, je sais pas si c'est de la famille là-bas, j'ai pas l'impression que le pays est dans une grande ébullition. Il n'est pas loin. Moi, je dis, les militants, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose, alors que il y a un désintérêt très fort, en fait. Une résignation. Peut-être bilan Boric. Alors oui, quelques éléments du bilan de Boric. Alors, on l'a dit, Boric, il a été plombé par plusieurs choses. D'abord, il n'avait pas de majorité parlementaire, donc sur chaque texte, à un moment donné, c'est vrai, mais ça, je n'apprends rien. Sur chaque texte, il faut aller se négocier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et deuxièmement, quand même, il a aussi été plombé par l'échec du référendum sur la première constitution. Lui, il était un petit peu... L'élection de Boric, c'était la cristallisation politique du mouvement social de 2019. Le projet de nouvelle constitution, c'était la même chose. C'était l'idée qu'on allait rejeter quand même avec le passé autoritaire. Dès lors qu'il y a un rejet du premier référendum, ça pose problème. Alors, le bilan n'est cependant pas entièrement négatif. Et ce qu'on retient souvent, et ce qui a changé complètement la vie quotidienne de beaucoup de chiens, qui va changer, parce que c'est un cours d'instauration, c'est qu'une réduction du temps de travail, passage à une semaine de 40 heures progressif à l'horizon 2028 au lieu de 45 heures, donc c'est toujours des lois importantes, qui reçoivent toujours un appui de la population, même si effectivement on peut toujours préciser que cette loi s'est accompagnée d'une flexibilisation du travail. Le deuxième élément qui a vraiment changé la vie des classes populaires, c'est une hausse importante du salaire minimum. Et puis ensuite, sur un dossier qui était très présent depuis très longtemps au Chili, pas seulement depuis 2019, c'est vraiment une vieille revendication, qui est le dossier des retraites. Il y a quand même eu des avancées importantes, c'est-à-dire la création en fait d'une petite partie de répartition, au lieu d'une entière privatisation avec les corporations, une augmentation des cotisations, une création de cotisations employeurs pour que la recette ne soit pas seulement des cotisations accumulées des salariés tout au long de leur carrière professionnelle, une augmentation des pensions les plus basses, et puis aussi quelques avancées sur le système de santé avec un accroissement des politiques de gratuité pour les classes les plus défavorisées. Le gros problème, et là, on ne l'a pas dit encore, mais le Chili est le pays le plus inégalitaire, alors là, des pays les plus inégalitaires. Le gros problème, c'est que dans le programme de campagne de Boric en 2021, il y avait la mère de toutes les réformes, qui était la réforme fiscale. Et c'est la réforme fiscale dans un pays où on impose très peu les entreprises sur leurs bénéfices, on impose très peu le revenu des individus et on impose très peu les successions. C'est vrai que l'imposition sur les successions, quand on a lu Thomas Piketty, on sait que l'imposition sur les successions, c'est la condition sine qua non d'une redistribution durable. Donc le Chili est un pays qui impose extrêmement peu. Il y avait ce projet de réforme fiscale
qui n'a jamais pu être négocié au Parlement. Et ça, c'est au fond, je dirais, le mail initial du gouvernement Boric qui fait qu'il n'a pas pu développer ensuite toute une série de ses promesses de campagne sur la question de pour mettre en place, disons, une redistribution à la fois plus efficace et plus durable. Alors après, bon, les éléments de bilan, on pourrait les dresser à plein de niveaux différents. Boric, il a aussi perdu, je dirais, un certain nombre des forces sociales qui avaient accompagné son ascension au travers de politiques qu'il a menées. Alors, je prends un exemple très clair. Il y avait beaucoup d'espoir autour de la cause Mapuche avec l'arrivée de Boric au pouvoir, et il a été confronté, comme tous les gouvernements qu'il avait précédés, à une conflictualité très forte sur la question Mapuche. Et lui qui avait promis de ne jamais militariser ou remilitariser cette question, il a été contraint de la remilitariser quelques mois seulement, j'ai toute la chronologie exacte en fait, après son accession au pouvoir. Et puis alors, Olivier, vous pouvez aller plus loin. Militariser, ça veut dire quoi? Que dans des régions, l'armée a été envoyée pour réprimer des... État d'urgence, prolongation des états d'urgence. C'était quand? C'est au tout début de son mandat, dans les premiers mois, on a en fait la ministre de l'Intérieur qui arrive et qui se fait un peu attaquer et très malmenée, et qui du coup décide finalement d'arriver avec Ouais, ça passe mal. une arrivée très... Porte au Mexique, López Obrador, de gauche, c'est un militarisé avec pays. Il n'y a pas eu de problème, c'est bien passé. Oui, mais si j'explique, tu sais mieux que moi, mais c'était militarisé par rapport au narcotrafic et tout ça. Là, c'est des doublons Mapuche, c'est des questions... L'armée a construit des succursales bancaires et des aéroports à Cannes. c'est ça. Il a été bien au-delà, mais ça n'a pas choqué l'opinion et sa candidate a été réélue à 60%. Voilà. Alors que là, par exemple, c'est pas passé, quoi. Oui, alors c'est pas exactement la même chose, effectivement. López Obrador qui fait construire les aéroports par l'armée, c'est-à-dire que l'armée qui devient presque une force substitutive, là on parle vraiment d'une violence répressive. Alors qu'il y avait d'autres accords, Mais il y a eu des répressions sur le Mexique concernant l'armée, des viols, etc. Oui, Mais ils ont absolument... Il y a le narco établi à raison qui est quand même un argument de masse qui fait passer ce germe. Bon, et puis après, au chapitre du bilan aussi, alors ça c'est de manière plus structurelle, et on peut certainement difficilement demander à un président sur un mandat de 4 ans de transformer radicalement la structure de l'économie. Et le Chili aujourd'hui reste un pays, alors comme beaucoup de pays d'Amérique latine, complètement dépendant de l'exportation de ses matières premières. Donc en premier lieu le cuivre, en second lieu maintenant évidemment le lithium. Il faut rappeler que le Chili, avec la Bolivie et l'Argentine, est au cœur de ce triangle qui est quand même le triangle d'or pour le XXIe siècle, c'est sûr et certain, mais ça crée évidemment une dépendance complète, une nécessaire extraversion de l'économie, une dépendance à l'évolution des cours internationaux. Et de ce point de vue-là, y compris dans la conjoncture plutôt favorable de reprise économique post-Covid, c'est-à-dire en 2022, il n'y a eu aucune véritable tentative pour industrialiser, réindustrialiser. Et là, structurellement, il n'y a aucune évolution. On pourrait légitimement attendre d'un gouvernement qui se définit comme progressiste. On aurait pu attendre chez Chavez dans les années 2000, par exemple, à l'époque où il a fait toutes les ressources pétrolières, qui aurait pu s'assurer des raffineries, il l'a fait. Et aujourd'hui, le Venezuela continue à importer son essence. C'est toujours... c'est un petit peu là. 50% des exportations, c'est du mineral. Ouais. Premier partenaire commercial, c'est la Chine à 30%. Donc il y a une dépendance aussi vis-à-vis de la Chine qui est Et alors, Le cours du lithium, il est haut. Ça c'était quand même une bonne opération pour les Chili, non? Et le cuivre aussi, je sais pas. Alors le cuivre, il reste très élevé parce que le cuivre fait partie aussi des métaux de la transition. Et en plus, les infrastructures sont là pour le cuivre. Le lithium, en fait, il a au début augmenté. Après, il y a eu une petite baisse. Là, il retrouve peut-être un train de croisière. Le problème du Chili, c'est qu'en fait, ils exportent du lithium non transformé. En fait, ils exportent en Chine la matière première qui est ensuite raffinée, transformée en Chine. Donc, en fait, c'est de la matière brute, très peu imposée localement. Et donc, l'enjeu en termes de recettes nationales est là aussi. il y a un manque de création de valeur ajoutée. Valeur ajoutée et d'emploi plus qualifiés. Mais ça fait partie des propositions. Non, absolument pas. Absolument pas. Non.
absolument pas. Faut pas me faire Ça, de toute façon, c'est un problème chronique et historique de la problème structurel. Ouais. Presque la conquête, on peut presque dire ça. Mais en tout cas, on peut noter qu'un gouvernement progressiste comme celui de Boric voilà, n'a pas réussi à agir sur cette question. Là, tu dis ça pour le tu me corriges si je dis des bêtises, mais sur le cuivre, quand même, le Chili, il faisait plus que l'extraire. Hein. Le raffine. Oui, le raffine, ils ne vont pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Ouais. D'accord. Ils ont des raffineries assez importantes, mais en fait, c'est le premier stade de la transformation nucléaire. Dernier point de bilan, on en parlait directement avec Mathieu. C'est vraiment presque avec la conquête. Quoi. C'est le Le prendre sur du brut et on revend du produit raffiné. Quoi. Et du coup, on ne crée pas de valeur ajoutée sur le territoire, on n'a pas d'industrie nationale et on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Ce qui fait qu'aussi, on a tout un segment de la population chilienne qui peut avoir accès à l'éducation, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le secteur très diversifié. À part être géologue, en fait, il n'y a pas beaucoup d'emplois très qualifiés au Chili. C'est un autre. Mais c'est même un problème brésilien. Alors le Brésil, c'est très différent. Évidemment, le Brésil a une industrie aéronautique qui n'a pas d'équivalent ailleurs en Amérique latine, des choses comme ça. Enfin, globalement, ce qu'on a appelé la reprimarisation de l'économie brésilienne dans les années 2010, c'est qu'à un moment donné, le soda était tellement haut que, voilà, on plantait du soda, on portait du soda, on exportait du soda comme ça, et ça rapportait de l'argent. Et effectivement, à mon avis, c'est l'un des défis de l'Amérique latine dans les décennies qui viennent, compliqué à relever. Juste un dernier point qu'on évoquait avec Mathilde une autre fois, là, qui me semble important quand même dans le bilan de Boric, c'est qu'il y a quand même eu, à mon avis, une transformation de l'image de la classe politique. Quand Boric a constitué son premier gouvernement, donc début 2022, il y a eu la photo traditionnelle devant le palais de la Moneda, et là on avait déjà beaucoup de femmes, et puis surtout beaucoup de jeunes. Et un super cabinet, ça avec des hommes qui avaient des CV. Moi, quand j'ai vu ce cabinet, je me suis dit, c'est merveilleux. Absolument gauche progressiste à l'Amérique latine, super. Et puis, complètement à l'encontre des photos traditionnelles qu'on avait en 1990, 1994, etc., où on avait des hommes plutôt âgés, tous habillés en noir et leurs costumes, etc. Et là, il y a eu quelque chose, à mon avis, qui a marqué la société chilienne, qui fait que Cast, à un moment donné, on va voir un petit peu ce qu'il va faire avec son premier gouvernement, et que là, quand même, il risque d'y avoir... Moi, je suis peut-être un petit peu plus optimiste que toi sur la capacité de réaction de la société chilienne, qui s'est quand même habituée, effectivement, à avoir, par exemple, même un président capable de prendre la parole, une t-shirt avec ses tatouages sur les bras qui apparaissent, etc., mais qui avait quand même une forme de proximité aussi avec une partie de son électorat, avec les Chiliens de base, en quelque sorte, qu'à mon avis, Cast, qui représente quand même les bonnes vieilles élites chiliennes anciennes, n'aura absolument pas. Et ça à mon avis, ça peut... Oui, mais ça, Olivier, ça peut jouer... Le problème, c'est que les urnes, moi, c'est assez sidérant à quel point les urnes ne montrent pas ça. Et tu peux revenir sur... vous pouvez revenir sur l'échec de la Constitution, parce que tous ces débats sur, finalement, le féminisme, la place des minorités, etc., sont des débats qui traversent... en Europe, la France, etc. Sur la Constitution, ça a à mon avis un peu paralysé les choses. Enfin, je ne sais pas comment le dire dans des mots qui ne seraient pas maladroits, mais je veux dire, les constituants ont tellement voulu en mettre dans cette Constitution sur des combats justes, et qu'à l'arrivée, c'était un document qui, à mon avis, de ce que j'en ai compris, avait une portée populaire assez faible. Ils n'en comprenaient plus rien. Enfin, est-ce que c'est erroné de voir comme ça? Pourquoi cet échec alors qu'il y avait une forte attente de démocratie dans le pays? Et il y a quelque chose là qui n'a pas marché et qui, à mon avis, nous intéresse, nous, en France, sur les processus constituants. Alors, moi, j'ai 3 explications. Identité, moralité et propriété. Et en fait, cette constitution, il y avait tout ce qu'auraient souhaité, en effet, les forces de gauche dedans, je pense, sur le plan état social, sur les questions féministes, constitutionnalisation de l'avortement, droit de la nature, et des questions qui n'avaient pas forcément émergé jusque-là, l'État plurinational. N'était même pas une revendication du peuple mapuche. Donc en fait, ils sont allés très loin, voire plus loin sur certains aspects qui n'ont pas forcément été bien compris et reçus par les Chiliens. Les questions d'identité ont extrêmement crispé sur le fait, mais on n'est pas la Bolivie, on n'est pas un État plurinational, on n'est pas un État d'indigènes, qu'est-ce que ça va créer? C'était une proposition de transformer radicalement le roman national tel qu'il est depuis 2 siècles, et à un moment donné, pour beaucoup de Chiliens, ça allait très loin. Moi, j'ai une vieille copine chilienne qui a à peu près mon âge et qui se définit comme progressiste et qui a toujours voté à gauche en quelque sorte et qui a voté contre
parce qu'à un moment donné, effectivement, ça allait trop loin, notamment sur cette question identité. Et sur les qu'on a questions, pour la Bolivie. voilà, et les questions de meurtre, où on a vu quand même un backlash assez fort des forces conservatrices sur les questions d'avortement, qui avaient déjà crusqué la société chilienne. Et il y a eu quand même une mobilisation très forte des camps conservateurs sur cette question-là. Et la question de la propriété. On a entendu tout et n'importe quoi. La constitutionnalisation d'un État social en remplacement de l'État subsidiaire, qui est inscrit dans la Constitution, a fait dire à beaucoup qu'on allait vendre les propriétés des Chiliens, qu'on allait toucher à la propriété des Chiliens. Alors même que les Chiliens sont en fait pas tous propriétaires, mais c'était cette idée de on va perdre quelque chose, alors qu'en fait c'est pas la propriété n'a pas importante. Mais bon, on explique ça aussi, c'est une constitution faite très rapidement, 1 an, plein Covid. La droite a été assez surprise du premier vote et c'est très très bien organisé. Donc il y a eu aussi une campagne médiatique du camp du Rechazo qui était très forte. On a aussi voté sur plein d'autres choses qui n'étaient même pas dans la Constitution. Comme toujours, quand il y a des référendums ou des plébiscites, on vote sur plein d'autres choses qui n'ont parfois rien à voir. Et pour le dire autrement, je pense que c'était effectivement peut-être la première institution du XXIe siècle, et que chaque Chilien avait au moins une bonne raison, enfin que de nombreux Chiliens avaient quand même une bonne raison de voter contre. Alors la question de la constitutionnalisation de l'avortement dans un pays quand même sous l'emprise du religieux reste très importante. L'emprise du religieux, c'est plus exclusivement comme il y a 50 ans, presque exclusivement l'emprise du catholicisme. Il y a eu un très fort déploiement des églises évangéliques, comme dans les autres pays en Amérique latine, mais de ce point de vue-là, il y a une convergence entre catholique et évangélique sur le rejet de l'avortement. Et ça, par exemple, ça a été une vraie question. Mais même le droit à la nature. Moi, je me souviens de discuter avec des ouvriers du cuivre qui disaient « Ouais, mais le droit à la nature, ça ne serait pas le premier pas vers mon chômage, puisque si à un moment donné, on ne peut plus extraire massivement du cuivre ou du lithium, etc., c'est des gens comme nous, ceux qui font tourner la machine économique, qui font être pénalisés. » Et c'est intéressant, en fait, ils abordaient tellement de sujets que tout le monde avait une bonne raison de faire le voter, tout à fait opposé à son voisin. Mais après, il y a eu toute une discussion dans les lieux de gauche internationaux. Est-ce que on peut espérer pouvoir concrètement, dans un cadre démocratique, réformer de manière aussi brutale, rapide, sur des thématiques aussi diversifiées, ou est-ce que, au contraire, c'est le pas à pas qui permet de véritablement réformer notre VS? ouais, puis ça, C'est un vieux débat. Il me semble que les partis politiques n'étaient pas en tant que tels, c'était des citoyens qui avaient été élus, ce qui est une idée formidable, mais il n'y avait pas des formations politiques en tant que telles, et ça a été, je veux dire, on sentait qu'il n'y avait pas de force structurante du débat, et donc ça a tourné énormément, les médias se sont parfois moqués de trucs anecdotiques un peu folkloriques, qui étaient à la fois mineurs, mais qui faisaient des tonnes, je ne sais plus sur quoi, Ils ont été jugés sur leur expertise. Voilà, et là, la machine médiatique a énormément écrasé tout ça. Où est très peu jugé les crimes de la dictature Refurations.com est un facteur absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe au Burundi. Alors, quand on juge, à un moment donné, on dit à la société quelque chose qui évidemment est de l'ordre du droit, mais est aussi, dans une certaine mesure, de l'ordre de la morale. Si les Alliés prennent la peine d'organiser un peu les premiers Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, c'est tout de suite posé effectivement pour exclure, je dirais, du champ politique, idéologique, voilà, tous ceux qui ont été responsables de la guerre et de la Shoah, etc. Au Chili, on n'a pas jugé. Ce sont les conditions de la transition. Il y a eu quelques procès, ça et là. Élément du 50e anniversaire du coup d'État, Boric a fait en sorte que quelques militaires dont la culpabilité était évidente soient inculpés. Mais globalement, c'est le règne de l'impunité. Pinochet, très symboliquement, est mort en 2006 dans son lit sans avoir été inquiété. Et ça me semble un élément essentiel. On n'a pas jugé et on n'a même pas fait ce qu'on a fait au Brésil, parce qu'au Brésil non plus on n'a pas jugé, mais au moins il y a eu la Commission nationale de vérité. Et la Commission nationale de vérité, c'est 90 000 pages qui documentent tous les cas des violations des droits de l'homme en disant voilà, c'est une violation des droits de l'homme et le coupable c'était une riche. Et on n'a pas jugé. Mais au moins, on a dit les choses. Côté chilien, il reste quand même cette chape de plomb qui, au fond, ne permet pas de ce point de vue-là, du point de vue des droits de l'homme, etc., de dire clairement ce qu'a été la dictature pendant 17 ans. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel. Et moi, je pensais, naïvement, qu'avec l'arrivée de Boric au pouvoir, il y aurait peut-être une avancée de ce point de vue-là, comme il y avait eu une grosse avancée en Argentine avec Néstor Kirchner.
à partir de 2004. Ça n'a pas du tout été le cas, parce que je crois aussi que l'armée chilienne conserve un pouvoir à la fois symbolique et tout à fait réel, essentiel. Voilà.